sans savoir qu'elle venait de signer un contrat d'1 milliard de dollars. Le mari remet à sa femme les papiers du divorce quelques minutes après qu'elle ait accouché de jumeaux, mais il a oublié de lire le contrat prénuptial. Il n'a pas attendu un jour, il n'a pas attendu 1 heure, il n'a même pas attendu 15 minutes. Quelques minutes après que Grace Whitmore ait donné naissance à des jumeaux, son corps encore ensanglanté, ses points de suture encore frais, les mains tremblantes alors qu'elle essayait de tenir les 2 bébés contre sa poitrine, son mari est entré dans sa chambre d'hôpital avec une autre femme à ses côtés et une épaisse enveloppe à la main. Daniel Whitmore n'a pas souri. Il n'a pas touché ses enfants. Il a regardé sa femme droit dans les yeux et lui a dit d'une voix froide et claire : « Tu n'es plus mon problème. Tu es un poids mort depuis des années, Grace. » L'infirmière se figea dans un coin. Grace cligna des yeux, essayant de se concentrer, essayant de comprendre. Sa voix était faible. « Daniel, je viens d'avoir tes bébés. » Il ricana. « Ne commence pas à pleurer, dit-il sèchement. Tu es un fardeau, un handicap. Tu devrais être reconnaissante que quelqu'un t'ait épousée. » Près de la porte, sa mère, Margaret, fixait Grace comme si elle était de la saleté sur le sol. « Tu as planifié cette grossesse pour me piéger, » dit Margaret à voix haute. « Va vivre comme la pauvre femme que tu étais avant que mon fils ne te sauve. » L'autre femme, Nathalie, la maîtresse qui se tenait désormais à la place de l'épouse, observait la scène avec un léger sourire. « Pour le succès, ma chérie, » dit-elle doucement à Grace. « Quelque chose que tu ne comprends clairement pas. » Grace serra plus fort contre elle les petits corps blottis contre sa poitrine. Sur le plateau à côté d'elle, les papiers du divorce attendaient. Ce que Daniel ignorait, c'est que quelques heures plus tôt, dans une salle de consultation tranquille au bout du couloir, Grace avait signé un autre ensemble de documents. Un accord de licence qui évaluait discrètement son travail à 1 milliard de dollars. Et enfoui dans le contrat prénuptial dont il s'était moqué et qu'il n'avait jamais vraiment lu, se trouvait une clause qui allait retourner cette situation contre lui d'une manière qu'il n'avait pas prévue. Chers téléspectateurs, merci d'être là. Si vous regardez sans vous abonner, c'est comme laisser la force de grâce être ignorée, tout comme ils l'ont ignorée dans cette chambre d'hôpital. En cliquant sur ce bouton, vous vous rangez du côté de toutes les femmes qui ont été humiliées au moment où elles étaient le plus vulnérables et qui ont néanmoins choisi de se relever. Abonnez-vous dès maintenant et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez la série. Grace Whitmore avait 32 ans, était enceinte de 8 mois de jumeaux et se tenait dans sa propre cuisine comme si elle attendait la permission d'exister. L'intensité fut immédiatement palpable et suffocante. « Regarde-toi », dit Margaret Whitmore d'une voix qui tranchait dans la pièce. « Tu t'es vraiment laissé aller. » Margaret Whitmore était la mère de Daniel, âgé de 61 ans, contrôlée, impeccablement habillée et habituée à ce qu'on lui obéisse. Elle croyait que la famille était une hiérarchie, pas de l'amour. Dès le premier jour où Grace avait épousé son fils, Margaret l'avait clairement fait comprendre. Grace était tolérée, pas acceptée. Grace se figea. Sa main se posa instinctivement sur son ventre, rond et lourd sous sa robe. Les jumeaux bougèrent en elle, lentement et nerveusement, comme s'ils ressentaient ce qu'elle ressentait. « Les jumeaux ne sont pas une excuse », continua Margaret d'un ton neutre. « Une femme doit toujours connaître sa place. La grossesse n'est pas une permission pour devenir négligente. » Grace ne répondit pas. À quelques pas de là, était assis Daniel Whitmore, son mari depuis 6 ans, âgé de 36 ans. Ambitieux, obsédé par son image. Il était penché en arrière sur sa chaise au comptoir du petit déjeuner, les yeux fixés sur son téléphone, les pouces faisant défiler ses emails, la mâchoire crispée par une irritation permanente qu'il ne cherchait plus à cacher. Il ne leva pas les yeux. Ce silence était plus douloureux que l'insulte. Daniel aimait dire aux gens qu'il avait sauvé Grace, qu'elle n'avait rien de spécial avant lui, que le mariage lui avait donné de la valeur. Il le répétait souvent lors des dîners, des événements professionnels, parfois même à la maison, jusqu'à ce que cela fasse partie de l'histoire qu'il se racontait à lui-même. Grace déglutit. Elle se rappela que c'était temporaire, que la grossesse rendait les gens durs, que le mariage exigeait de la patience, que les saisons changeaient. Elle avait toujours cru que les sacrifices finissaient par être récompensés. « Tu peux arrêter de rester debout comme ça ?» dit soudain Daniel, sans la regarder. « Tu bloques la lumière ?» Grace se tourna légèrement perplexe. « Je voulais juste... »« Ne commence pas, s'écria-t-il.
Tu es toujours si émotive, c'est épuisant. Margaret approuva d'un signe de tête, comme une enseignante satisfaite de la réponse d'un élève. Grace sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Ce n'était pas vraiment de la douleur, mais une sensation familière. Elle se tourna vers le comptoir, faisant semblant de chercher quelque chose à nettoyer, à réparer, quelque chose qui lui permettrait de se rendre utile dans cette maison qu'elle aidait à faire fonctionner, mais dont elle n'avait jamais vraiment eu le droit de s'approprier. Alors qu'elle s'éloignait, ses pensées se tournèrent vers le passé, attirées par ses souvenirs. Des années auparavant, Grace était quelqu'un d'autre. À 26 ans, elle travaillait comme stratège produit senior dans une société d'études. C'était elle qui restait tard, celle qui résolvait les problèmes que personne d'autre ne comprenait. Elle ne parlait pas beaucoup de son travail, car elle n'avait pas besoin d'éloges. Les résultats lui suffisaient. C'est là qu'elle avait rencontré Daniel. Il était charmant à l'époque. Curieux, il lui posait des questions sur son travail. Il lui disait qu'elle était brillante. Il lui disait qu'elle méritait mieux que d'être invisible dans l'entreprise de quelqu'un d'autre. Elle l'a cru. Ce que Daniel n'a jamais dit à personne, ce qu'il a effacé par la suite, c'est que Grace n'avait pas perdu son emploi. Elle l'avait quitté de son plein gré. 3 mois après leur fiançailles, Margaret avait invité Grace à déjeuner. Le restaurant était calme, élégant, inconfortable. « Tu travailles trop », avait dit Margaret calmement. « Une femme qui travaille oublie comment soutenir son mari. » Grace avait hésité. « J'aime mon travail », avait-elle répondu avec précaution. « Ah !» Margaret avait esquissé un sourire crispé. Elle avait l'habitude. « Le plaisir, c'est pour les loisirs », avait-elle dit. « Le mariage, c'est une question de priorité. » Ce soir-là, Grace avait consulté pour la première fois une avocate, Evelyn Ross. Evelyn l'avait aidée à négocier son départ de l'entreprise de recherche en faillite et lui avait discrètement conseillé de protéger l'algorithme qu'elle y avait mis au point. « Vous avez quelque chose de précieux », lui avait dit Evelyn. « Ne le donne pas parce que quelqu'un te dit que ce n'est que du travail. » Grace a enregistré sa propriété intellectuelle à son nom avant de démissionner. Elle n'en a pas parlé à Margaret. Dans les mois qui ont précédé le mariage, après leur fiançailles, mais avant de fixer une date, Grace a revu Evelyn. C'est là qu'est apparu le contrat prénuptial. C'était l'idée de Grace, pas celle de Daniels. Evelyn l'a rédigé avant le mariage. Simple, clair, et signé par les deux bien avant la cérémonie de mariage. Tout ce que Grace avait créé avant ou pendant le mariage lui appartenait. Aucune revendication conjugale, aucune propriété partagée de sa propriété intellectuelle, et une clause. Grace avait insisté sur des sanctions financières et des recours juridiques en cas de coercition, de contrôle financier ou d'abus. Daniel avait ri en le voyant, l'avait parcouru négligemment et l'avait signé quand même. Dans le présent, elle essuya lentement le comptoir, sentant le regard de Daniel se poser sur elle, évaluateur, sans affection. « Tu sais, » dit-il en la regardant enfin, « mes collègues n'arrêtent pas de me demander pourquoi tu ne viens plus aux événements. C'est embarrassant. » Grace se retourna. « Je suis enceinte de 8 mois, dit-elle doucement. « De jumeaux, soupira Daniel. « Des excuses, marmonna-t-il. « D'autres femmes y arrivent, ricana Margaret. Grace ne dit rien. Elle avait appris. Le silence permettait de maintenir la paix, ou du moins de retarder l'explosion. Personne dans cette pièce ne le remarqua. Personne ne lui avait jamais demandé comment Grace vivait tranquillement à leur côté. Dans le petit bureau à l'étage, elle gardait un ordinateur portable séparé, toujours verrouillé, toujours chargé. Ce n'était pas un secret parce qu'elle faisait quelque chose de mal. Il était séparé parce que l'expérience lui avait appris que certaines choses étaient sûres ou hors de portée. Elle continuait à donner occasionnellement des conseils sur des problèmes logistiques à ses anciens contacts dans l'industrie, tout cela en toute légalité, par l'intermédiaire d'une société personnelle enregistrée à son nom depuis des années. Aucun chevauchement avec les finances de Daniel, aucune signature conjointe. Elle signait les documents numériquement à l'aide d'applications sécurisées recommandées par Evelyn. Daniel lui avait demandé une fois qui l'appelait sans cesse. Grace avait souri et répondu « Des affaires professionnelles ». Il n'avait pas insisté. Se tenant seule près du comptoir, Grace sentit un autre petit mouvement en elle. Elle posa ses 2 mains sur son ventre et ferma les yeux. La pièce s'estompa. Les insultes, la tension, la cruauté silencieuse. Elle se pencha légèrement en avant et murmura, à peine audible. « Maman va arranger ça, dit-elle doucement. Je te le promets. »
Danielle ricana derrière elle. Margaret se détourna, indifférente. Sur la table, à moitié cachée sous un magazine, le téléphone de Grace s'alluma pour signaler une seule notification non lue provenant d'un compte de messagerie sécurisé qu'Evelyn avait créé pour elle. Grace ne le prit pas tout de suite. Elle finit d'essuyer le comptoir, rangea le chiffon et s'efforça de respirer. Car quelque part, sous le silence, quelque chose d'irréversible avait déjà commencé, et très bientôt, tout ce qu'il pensait savoir d'elle s'effondrerait. La douleur survint soudainement, aiguë, intense, impitoyable. Grace Whitmore agrippa le bord du lit d'hôpital alors qu'une nouvelle contraction parcourait son corps, plus forte que la précédente. Elle retint son souffle. La pièce lui semblait trop petite, trop silencieuse, trop vide. Elle était seule. Daniel l'avait déposée à la et 1 heure plus tôt, après que l'obstétricien lui eut suggéré de rester pour être surveillé. Il resta au pied du lit pendant moins de 5 minutes, regarda sa montre 2 fois et l'embrassa sur le front comme s'il s'agissait d'une obligation. « Envoie-moi un SMS si ça devient sérieux », avait-il dit. « J'ai des réunions cet après-midi. Je reviendrai quand il sera temps. » Margaret avait promis de passer plus tard. Il n'était pas revenu. À présent, Gray était assise sous la lumière tamisée d'une salle de consultation privée juste à côté de la maternité, le cœur battant à tout rompre, les mains tremblantes, non seulement à cause de la douleur, mais aussi à cause du poids de tout ce qui lui tombait dessus en même temps. Puis son téléphone vibra. Elle sursauta, pensant que c'était peut-être Daniel, déjà agacé, déjà distant, mais le nom qui s'affichait à l'écran lui coupa complètement le souffle. Evelyn Ross. Grace se redressa lentement, essuyant la sueur de son front. Evelyn était plus que l'avocate qui avait rédigé son contrat prénuptial. Elle était là le soir où Grace avait quitté son ancien cabinet, celle qui l'avait aidé à protéger le code qu'elle avait écrit alors que personne d'autre ne croyait en son importance. Evelyn n'était pas de la famille, elle n'était pas émotive. Elle n'appelait jamais sauf si c'était important, répondit Grace. Oui, murmura-t-elle. La voix d'Evelyn était calme à l'autre bout du fil. On entendait le bruissement discret de papier professionnel en arrière-plan. « C'est fait », dit Evelyn. Grace serra le téléphone dans sa main. « L'accord de licence est entièrement signé », poursuivit Evelyn. « Le lancement mondial est approuvé. L'évaluation finale a été confirmée par le conseil d'administration de Vidian ce matin. » Grace avait signé sa partie de l'accord dans cette même salle de consultation plus tôt dans la matinée, la main légèrement tremblante alors qu'elle faisait défiler son nom sur la tablette envoyée par le bureau d'Evelyn. Vidian, la multinationale de logistique avec laquelle Grace négociait discrètement depuis près d'1 an. Ceux qui l'avaient approché après avoir vu ce que son algorithme pouvait faire dans le cadre d'un petit projet pilote. « Vous avez dépassé le milliard », avait déclaré Evelyn. Le chiffre lui était à peine parvenu. Une autre contraction la secoua si violemment que le mot « milliard » se fondit dans le bruit de fond. À cet instant, la survie lui semblait plus réelle que n'importe quelle évaluation. C'est leur évaluation interne de la technologie. Le premier paiement d'étape est bloqué. Félicitations. Et surtout, vous êtes officiellement protégé. Grace ferma les yeux. Non pas parce qu'elle était submergée de joie, mais parce que pour la première fois depuis des années, elle sentait quelque chose se détendre dans sa poitrine. La sécurité, pas l'argent, pas le statut social, mais la sécurité juridique. Une autre contraction la frappa, et Grace inspira lentement, se recentrant sur elle-même tandis qu'Evelyn continuait à parler. Le conseil d'administration avait donné son accord 20 minutes plus tôt. Evelyn dit « Votre entreprise conserve la propriété du code. Vidian ne fait que le concéder sous licence. Peu importe ce qui arrive dans votre mariage, cet accord est intouchable. Il est uniquement à votre nom, conformément au contrat prénuptial. » Grace acquiesça, même si Evelyn ne pouvait pas la voir. « Merci », dit Grace doucement. « Grace », ajouta Evelyn d'un ton légèrement différent. « J'ai vu votre appel manqué d'hier soir. Si quelque chose se passe chez vous, documentez tout. Tu le sais déjà, mais je te le rappelle. La clause d'abus du contrat prénuptial est applicable. Ne les laisse pas te forcer à signer quoi que ce soit dans ton état actuel. » Grace eut la gorge serrée. « Je comprends. » Elle raccrocha juste au moment où la douleur s'estompait pour laisser place à une douleur sourde. Le silence revint dans la pièce, et avec ce silence vinrent les souvenirs. Des années plus tôt, bien avant sa grossesse, avant que la cruauté ne devienne monnaie courante, Grace travaillait tard dans un bureau vide, fixant des lignes de code que personne d'autre dans l'entreprise ne semblait comprendre. Elle avait remarqué des inefficacités
dans les systèmes logistiques qui coûtaient des millions chaque année aux entreprises, des schémas que personne ne se donnait la peine de remettre en question. Elle avait donc créé quelque chose de mieux, un algorithme propriétaire, propre, adaptatif, discrètement puissant. Au début, ce n'était qu'un projet parallèle, puis c'est devenu plus que cela. Lorsque l'entreprise a commencé à s'effondrer sous une mauvaise direction, Grace a fait un choix. Elle a récupéré ce qui lui appartenait légalement. Son travail, son idée, sa création. Elle l'a enregistré sous son propre nom, l'a protégé, l'a affiné lentement, tandis que la vie continuait autour d'elle. Elle n'a jamais tout dit à Daniel, non pas parce qu'elle cachait quelque chose de mal, mais parce qu'on l'avait mise en garde. La voix de Margaret résonnait dans sa mémoire. Les hommes se sentent menacés par les femmes qui ont des options. Margaret l'avait dit il y a des années, autour d'une tasse de thé. Si tu veux la paix, ne le fais pas se sentir petit. Grace avait écouté. Elle avait toujours écouté. Le contrat prénuptial avait également été l'idée de Grace. Evelyn avait insisté sur une formulation précise. Tout ce que Grace avait créé avant ou pendant le mariage lui appartenait. Toute tentative de la part d'un conjoint de transférer, dissimuler ou contrôler sa propriété intellectuelle entraînait automatiquement des sanctions financières et constituait un motif immédiat pour demander la séparation des comptes et une protection. Daniel avait haussé les épaules et signé, convaincu qu'il serait toujours celui qui détiendrait le pouvoir. Assise dans une chambre d'hôpital, son corps prêt à s'ouvrir pour donner la vie, Grace posa une main sur son ventre et respira pour surmonter une nouvelle vague de malaise. Les jumeaux bougèrent en elle. Elle murmura d'une voix à peine audible. « Je ne les laisserai pas hériter du silence. » La porte s'ouvrit brièvement. Une infirmière jeta un coup d'œil au moniteur, lui adressa un sourire poli avant de repartir. Grace se retrouva seule une fois de plus. Son téléphone vibra à nouveau, cette fois pour lui signaler un message. Ce n'était ni Daniel, ni un membre de sa famille. Un email de confirmation sécurisé non lu. Elle ne l'ouvrit pas, elle n'en avait pas besoin. Une autre contraction, plus forte, plus urgente, la submergea. Grace appuya sur le bouton d'appel pour demander de l'aide. Sa respiration était régulière, son visage calme. L'infirmière revint avec l'obstétricien. Ils lui parlèrent gentiment, lui expliquant que son travail progressait plus vite que prévu. La salle d'opération était en cours de préparation, au cas où. Ailleurs dans le bâtiment, Daniel n'était toujours pas au courant, continuant à faire défiler son écran, toujours confiant, croyant toujours qu'il détenait tout le pouvoir. Grace s'allongea contre l'oreiller, les yeux fixés sur le plafond, tandis que l'infirmière ajustait la perfusion. « C'est l'heure », dit doucement l'infirmière. Grace acquiesça. Alors qu'on la poussait dans le couloir, son téléphone glissa légèrement sur le lit à côté d'elle, l'écran s'allumant une dernière fois. L'objet du message brilla brièvement avant que l'écran ne s'éteigne. Confirmation. Accord de licence finale. Exécuté. Daniel ne l'a jamais vu. Et dans quelques minutes, il allait prendre la décision qui détruirait tout ce qu'il pensait contrôler. Il ne le savait tout simplement pas encore. À peine 15 minutes s'étaient écoulées depuis la naissance des jumeaux lorsque la pièce changea. Le premier cri venait à peine de s'éteindre lorsque la porte s'ouvrit. Grace Whitmore était allongée sur le lit d'hôpital, trempée de sueur, le corps secoué par la douleur et l'épuisement. Ses bras tremblaient tandis qu'elle serrait ses jumeaux nouveau-nés contre sa poitrine, l'un enveloppé dans une couverture pâle, l'autre blotti sous son menton. Leurs petits visages étaient rouges et ridés, les yeux fermés, la bouche cherchant aveuglément du réconfort. Elle était recousue, endolorie, épuisée, mais elle souriait. Pendant un instant fragile, rien d'autre n'existait. Puis, la porte s'ouvrit brusquement. Daniel Whitmore entra le premier. Il ne se précipita pas. Il ne sourit pas. Il ne s'approcha pas des bébés. Il semblait agacé. Derrière lui entra Nathalie Reed, la femme que Grace n'avait vue qu'une seule fois auparavant lors d'un dîner d'entreprise. Présentée comme consultante, Nathalie avait une trentaine d'années. Elle était élégante, sûre d'elle, trop bien habillée pour une maternité. Ses cheveux étaient parfaits, son expression calme, possessive. Elle se tenait là où une épouse devrait se tenir. Le cœur de Grace fit un bond. Une seconde plus tard, Margaret Whitmore entra derrière eux, le menton levé, les lèvres serrées avec satisfaction. La mère de Daniel ne regarda pas Grace en premier. Son regard se posa directement sur le bébé, froid, évaluateur, détaché, avant de se reporter sur la pièce
évaluant qui observait. Une infirmière se tenait près du moniteur, un dossier à la main. Elle se figea lorsque l'énergie changea. Grace serra instinctivement les jumeaux dans ses bras. « Daniel », murmura-t-elle d'une voix faible et confuse. « Quoi? Que fait-elle ici ?» Daniel ignora la question. Il s'approcha du lit et posa une épaisse enveloppe en papier kraft sur le plateau roulant à côté du bras de Grace. Le bruit qu'elle fit en heurtant la surface métallique sembla plus fort qu'il n'aurait dû l'être. Définitif. « Tu n'es plus mon problème », dit Daniel d'un ton neutre. « Tu es un poids mort depuis des années. » Au début, ces mots n'avaient aucun sens. Grace le fixa, l'esprit lent, embrouillé par les médicaments et le choc. Elle baissa les yeux vers l'enveloppe, puis les releva vers son visage. « Je viens d'accoucher, » dit-elle doucement. « Ils sont immobiles. » Nathalie se pencha légèrement, la voix douce, presque gentille. « Pour réussir, ma chérie, » dit Nathalie, « quelque chose que tu ne comprendrais pas. » Elle sourit en disant cela, comme si elle prononçait une réplique qu'elle avait répétée. Grace retint son souffle. Margaret ricana au pied du lit. « Elle a planifié cette grossesse pour te piéger, » dit Margaret assez fort pour que l'infirmière sursaute. « C'est dégoûtant. » Grace secoua faiblement la tête. « Ce n'est pas Daniel, s'il te plaît. » Elle essaya de s'asseoir, paniquée, malgré son épuisement. Le mouvement lui causa une douleur fulgurante dans l'abdomen. Elle haleta. L'infirmière s'avança instinctivement. « Monsieur, elle vient de sortir de chirurgie, » dit l'infirmière avec précaution. « Elle a besoin de repos. » Ce n'est pas. Margaret tourna lentement la tête et fixa l'infirmière. « C'est une affaire familiale privée, » dit Margaret. « Vous n'êtes pas nécessaire pour le moment. » L'infirmière hésita, jetant un coup d'œil à Grace. Grace secoua légèrement la tête, non pas parce qu'elle ne voulait pas d'aide, mais parce qu'elle savait à quoi ressemblerait une confrontation avec Margaret. Pas ici, pas avec ses bébés dans les bras. L'infirmière s'attarda près de la porte, ne voulant pas partir complètement. Daniel n'aida pas Grace à s'asseoir. Il ne lui demanda pas comment qu'elle se sentait. « Ne m'embarrasse pas, » dit-il sèchement. « J'ai besoin que tu signes ça pour qu'on puisse tous les deux passer à autre chose. » Il tapota l'enveloppe. Grace la fixa du regard. « Les papiers du divorce, » dit Daniel comme s'il annonçait une livraison. « Mon avocat a déjà déposé la demande. Ce n'est qu'une simple reconnaissance de ta part. » Grace baissa les yeux vers ses enfants. Ils étaient chauds, réels, vivants. Ses mains tremblaient encore tandis qu'elle ajustait la couverture autour d'eux, les protégeant instinctivement de la tension qui régnait dans la pièce. « Pourquoi maintenant ?» murmura-t-elle. « Pourquoi ici ?» Daniel expira bruyamment, agacé. « Tu as toujours été un fardeau, » dit-il. « Toujours émotive, toujours dans mes pattes. J'en ai marre de te supporter. » Nathalie acquiesça, satisfaite. « Tu devrais être reconnaissante, » ajouta-t-elle. « Toutes les femmes n'ont pas la chance d'y voir clair aussitôt. » Grace sentit quelque chose se briser en elle. Pas bruyamment, pas de façon dramatique, mais complètement. Elle lui avait donné des années, elle avait abandonné sa carrière, elle avait donné naissance à ses enfants, et c'était ainsi qu'il avait choisi d'y mettre fin. Elle serra à nouveau les jumeaux dans ses bras. Margaret claqua émaine de la langue. « Arrête de t'accrocher, dit-elle. Tu fais une scène. » Grace ne répondit pas. Elle ne cria pas. Elle ne supplia pas. Elle se contenta de fixer l'enveloppe, puis les lignes vierges réservées à la signature qu'elle pouvait voir à travers le rabat translucide. Daniel s'agita avec impatience. « Signe là, » répéta-t-il. « Ou ça va empirer. Les avocats, les dépositions. Tu n'es pas faite pour ça. » Gray déglutit péniblement. La pièce était silencieuse, à l'exception de la douce respiration des bébés. Puis son téléphone vibra sur le lit à côté de son coude. Lorsque le son retentit, Grace sursauta. Daniel réagit instantanément. Il tendit le bras et repoussa le téléphone sans même le regarder. Il glissa sur le drap et s'arrêta près du bord du matelas. L'écran s'alluma brièvement avant de s'éteindre à nouveau. Personne ne vit l'objet du message. Confirmation. Contrat de licence définitif signé. Grace ne tendit pas la main pour le prendre. Elle regarda Daniel à la place. « Je ne signerai rien pour l'instant, » dit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, mais plus assurée qu'auparavant. « Je viens de subir une opération. Mon avocat va l'examiner. » Les yeux de Daniel lancèrent un éclair. « Tu n'as pas d'avocat, » dit-il. « Tu m'as, moi. » « Ou plutôt, tu m'avais, » répondit Grace en soutenant son regard. « Oui, dit-elle doucement. J'en ai un depuis des années.
Pour la première fois, Daniel hésita. L'infirmière se déplaça, s'approchant à nouveau du lit. « Je documente cette conversation », dit-elle prudemment. « C'est la politique de l'hôpital lorsque des documents juridiques sont apportés dans une chambre d'hôpital. » Margaret se tourna brusquement vers elle. « Vous et vos politiques !» Daniel l'interrompit d'un petit geste. Il sentait qu'il perdait le contrôle et ne comprenait pas pourquoi. Il attrapa l'enveloppe, la remit dans sa mallette et la referma d'un coup sec. « Ce n'est pas fini », dit-il. Il se retourna et sortit. Nathalie le suivit, ses talons claquant doucement sur le sol. Margaret s'attarda un instant, le regard froid. « Vous êtes seul responsable, » dit-elle. Puis elle partit. La porte se referma. Grace se retrouva seule, serrant deux nouveau-nés contre sa poitrine, le corps parcouru de douleurs lancinantes. L'infirmière s'activa, ajustant les couvertures, vérifiant la perfusion, retrouvant son professionnalisme. « Je suis vraiment désolée, » dit-elle doucement. « Voulez-vous que je note tout ce qui vient de se passer ?» Grace acquiesça d'un signe de tête, incapable de faire confiance à sa voix. L'infirmière tapa sur sa tablette pour consigner les informations. À l'extérieur de la chambre, les voix s'estompèrent. À l'intérieur, quelque chose d'autre s'éveilla. Grace posa son front sur la tête des jumeaux et ferma les yeux. Très bientôt, tout ce que Daniel pensait avoir terminé ne ferait que commencer. Le lecteur de cartes émit un bip, puis un deuxième, puis un troisième, plus fort, plus aigu, définitif, refusé. 3 jours après avoir accouché, Grace Whitmore se tenait au comptoir de la pharmacie de l'hôpital, le corps encore endolori, les bras lourds, alors qu'elle tenait un jumeau tandis que l'autre dormait dans un porte-bébé à ses pieds. L'infirmière chargée des sorties lui avait donné une liste de médicaments à acheter avant son départ. L'employé se dandinait maladroitement, jetant des coups d'œil au bébé, puis revenant à l'écran. « Je suis désolé, » dit-il doucement. « Il est indiqué que le compte est fermé. » Grace sentit le sang lui monter au visage. « Ce n'est pas possible, » dit-elle d'une voix calme mais faible. « Nous utilisons cette carte depuis des années. Veuillez réessayer. » Le pharmacien répéta la même réponse derrière Grace à travers les portes vitrées. La voiture de Daniel tournait au ralenti dans la voie réservée aux patients. Il était assis au volant, lunettes de soleil sur le nez, tapotant le volant du bout des doigts. Sur le siège passager, Nathalie Reed faisait défiler son téléphone, les lèvres légèrement incurvées en un petit sourire. Nathalie avait insisté pour accompagner Daniel lorsqu'il était venu chercher Grace. « Ce sera plus facile, » avait-elle dit. « Je peux t'aider à transporter les affaires d'I.I. pendant que Grace se remet. » « Maintenant, » dit-elle en se penchant légèrement par la fenêtre ouverte lorsqu'elle vit Grace se retourner vers le comptoir. « Elle dépense trop, » dit Nathalie à voix haute, sans prendre la peine de baisser le ton. « Elle devra apprendre à gérer son budget, » ont réagi les gens. Grace a serré le bébé dans ses bras, envahie par un mélange familier de honte et d'incrédulité. Elle a fouillé dans son sac et en a sorti une enveloppe contenant l'argent qu'elle avait mis de côté en cas d'urgence depuis des années. De l'argent qu'elle avait discrètement mis de côté grâce à de petits contrats de consultance bien avant la signature du contrat de licence. Elle a payé le caissier sans regarder personne. Dehors, elle commença à enregistrer avec son téléphone avant d'atteindre la voiture. La caméra était inclinée vers ses pieds, le son était clair. « Que s'est-il passé ?» demanda Daniel alors qu'elle ouvrait lentement la portière arrière. « La carte a été refusée, » dit Grace en s'installant dans le siège avec un soupir. « Ils ont dit que le compte était fermé. » Daniel haussa les épaules et passa la vitesse. « J'ai tout transféré, dit-il. Les comptes joints sont un handicap en cas de divorce. C'est mon avocat qui me l'a conseillé. Tu as annulé notre carte médicale alors que j'étais encore hospitalisée, dit Grace doucement. Tu es couverte par mon assurance, répondit-il. Arrête de dramatiser. Nathalie sourit, les yeux toujours rivés sur son téléphone. Grace ne dit rien. Elle enfonça son téléphone plus profondément dans le sac à langer, le laissant continuer à enregistrer. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison que Daniel avait achetée 2 ans après leur mariage, celle qu'il aimait appeler la sienne, l'intensité revint immédiatement et avec force. 2 hommes se tenaient à la porte, des agents de sécurité. Ils portaient des uniformes sombres de la société privée qui patrouillait dans le quartier et évitaient le regard de Grace. Daniel s'arrêta et baissa la vitre. « Bonjour », dit prudemment l'un des gardes. « Nous avons reçu de nouvelles instructions d'accès. » Grace fronça les sourcils.
Quelles instructions demanda-t-elle. Le garde déglutit. Madame, dit-il, on nous a dit que votre nom avait été retiré de la liste d'accès principale. Vous n'êtes pas autorisé à entrer dans la propriété sans la présence de Monsieur Whitmore. Grace cligna des yeux. J'habite ici, dit-elle lentement. Mes enfants vivent ici. Plus pour longtemps, dit une voix depuis les marches du perron. Margaret Whitmore apparut à la porte comme un commandant inspectant un champ de bataille. Elle ne regarda pas Grace, elle regarda les gardes. « Suivez les instructions qui vous ont été données, » dit Margaret. « Seul M. Whitmore et les invités autorisés peuvent entrer sans autorisation. » Nathalie se faufila entre eux, les clés de la porte d'entrée déjà en main. Grace ouvrit la portière de la voiture, bougeant prudemment, une douleur fulgurante lui traversant l'abdomen alors qu'elle sortait avec le porte-bébé. « Daniel, dit-elle, je viens de subir une opération. J'ai besoin de mes affaires, les affaires des bébés, leur berceau. » Daniel évita son regard. « Vous aurez tout ce dont vous avez besoin. » Il dit, « Nous enverrons l'essentiel là où vous séjournez. C'est plus simple. On ne m'a pas dit que je séjournais ailleurs, » dit Grace. Margaret sourit faiblement. « Tu t'en sortiras, » dit-elle. « Tu t'en es sorti avant que mon fils ne te sauve. » À l'intérieur, la maison s'affairait rapidement sans Grace. Les tiroirs s'ouvraient, les placards se vidaient, les valises traînaient sur le sol. Grace se tenait à la barrière, les jumeaux s'agitant doucement, tandis que sa vie était rangée sans qu'elle ait son mot à dire. L'un des frères et sœurs de Daniel, son jeune frère Evan, la vingtaine bien avancée, toujours silencieux, se tenait près de l'allée. Il observait, les mains dans les poches, sans rien dire. Une autre sœur, Lena, était appuyée contre la balustrade, les yeux fixés sur son téléphone, faisant semblant de ne pas écouter. Personne ne défendait Grace, personne ne posait de questions. Grace changea le poids du sac et sortit son téléphone de sa main libre, le gardant baissé, l'écran éteint. L'application audio qu'elle avait ouverte à la pharmacie fonctionnait toujours. « Madame, avez-vous un endroit où aller ce soir ?» demanda l'un des gardes à voix basse lorsque Margaret rentra à l'intérieur. Grace acquiesça, même si ce n'était pas le cas. « Pas encore. »« Oui, dit-elle, je m'en occuperai. » Elle ne leur dirait pas que cet endroit serait un petit appartement meublé dont Evelyn lui avait parlé une fois, au cas où. Nathalie réapparut à la porte, vêtue du peignoir de Grace, celui que Grace portait tous les matins. Nathalie sourit, se tournant légèrement pour s'admirer dans le reflet de la vitre. « C'est donc ici que nous allons vivre, » dit-elle avec désinvolture. Daniel ne la corrigea pas. Grace sentit quelque chose se détacher en elle. Pas son cœur, mais quelque chose de plus froid, quelque chose qui observait au lieu de ressentir. Son téléphone vibra dans sa main. « Evelyn, » répondit Grace. « Tu es en sécurité ?» demanda Evelyn. Pas de salutation, pas de bavardage. « Pas ici, » répondit Grace. « Va à l'adresse que je t'ai envoyée hier par SMS. » Evelyn parlait de la location à court terme. « Je l'ai réservée à ton nom. Nous nous occuperons de la maison légalement. Ne discute pas avec eux pour l'instant. » Grace jeta un coup d'œil aux caméras de la porte d'entrée, aux gardes, à la porte ouverte où sa robe de chambre était désormais suspendue aux épaules de quelqu'un d'autre. « J'ai les bébés, » dit-elle. « Je sais, » répondit Evelyn. « C'est pourquoi je te dis de ne pas rester dans l'allée à discuter avec des gens qui veulent te déstabiliser. Trouve un endroit stable. Ensuite, nous déménagerons. » Plus tard dans la nuit, après avoir installé les jumeaux et emprunté des berceaux dans le petit appartement loué qu'Evelyn avait trouvé, Grace a reçu un autre message. Margaret organisait une petite réunion de famille et s'attendait à ce que Grace soit présente pour discuter des conditions comme une adulte. Et c'est séduide. Evelyn a répondu la première. « Vas-y », a-t-elle écrit, et enregistre tout. Grace est arrivée lentement, épuisée, portant les jumeaux. La pièce était calme lorsqu'elle est entrée. Margaret a jeté un coup d'œil à la chaise à côté de Daniel, près de la longue table à manger. « Enlève ça », a-t-elle dit d'un ton sec. Un cousin a hésité, puis l'a prise et l'a emportée. Grace s'est levée. « Elle n'a pas sa place ici », a déclaré Margaret assez fort pour que tout le monde l'entende. « Elle n'a jamais eu sa place ici. » Un téléphone se leva à l'autre bout de la pièce. Grace vit l'écran s'allumer, tourné vers elle. Enregistrement. Daniel ne la regardait pas. Nathalie était assise à la place de Grace, une main posée sur le genou de Daniel. Grace changea de position,
une douleur lui traversant l'abdomen, mais elle ne demanda pas à s'asseoir. Elle ne demanda rien. Elle observait. Elle remarqua la façon dont Nathalie manipulait les papiers, feuilletant avec désinvolture les documents financiers, pleines d'assurance. Elle remarqua les notifications bancaires de Daniel s'affichant sur son téléphone et la façon dont il inclinait l'écran juste assez pour que Nathalie puisse les voir. Elle remarquait tout. Personne ne s'adressait directement à Grace. Elle était là, mais invisible. À la fin de la réunion, Grace se tint près de la porte, prête à partir. Nathalie passa devant elle et embrassa Daniel, lentement, délibérément, de manière possessive, dans l'ancien salon de Grace. Grace ne pleura pas. Elle ne réagit pas. Elle mémorisa la façon dont Daniel se pencha vers elle, la façon dont Margaret les regardait avec approbation, la façon dont le gardien de sécurité enregistra l'heure à la porte alors qu'elle repartait avec ses enfants. Alors que Grace sortait, son téléphone vibra dans sa poche. Elle ne le consulta pas tout de suite, mais elle savait sans le savoir que tout ce qui lui était enlevé était documenté ailleurs. Silencieusement, et bientôt, très silencieusement, ceux qui l'avaient effacé apprendraient ce que signifiait laisser des traces, car ce qu'ils pensaient être la fin n'était que la naissance d'une preuve. La porte se referma derrière Grace avec un léger clic. Pendant un instant, le son lui sembla aimant plus fort qu'il n'aurait dû l'être, définitif, délibéré, contrôlé. Elle resta immobile, une main posée sur la poignée, respirant malgré la douleur dans son corps. Chaque mouvement lui rappelait encore ce qu'elle avait enduré. L'opération, la perte de sang, les nuits blanches, mais sa prise était ferme. Les jumeaux dormaient dans leur porte-bébé à côté d'elle, leur petite poitrine se soulevant et s'abaissant à un rythme parfait. C'était le premier moment de calme qu'elle connaissait depuis des jours, sans être interrompue par la voix de quelqu'un d'autre. Grace entra dans le bureau. Il était petit, neutre, sans touche personnelle, juste une table, 3 chaises et une grande fenêtre qui laissait entrer la lumière de l'après-midi. Le genre d'endroit où les décisions étaient prises avec soin, en se basant davantage sur des faits que sur des émotions. Evelyn Ross était assise à la table. Evelyn se leva lorsque Grace entra. La quarantaine, habillée simplement, elle avait le regard vif et alerte. Elle représentait Grace depuis des années, d'abord pour sa propriété intellectuelle, puis pour le contrat prénuptial, et maintenant, inévitablement, pour cela. « Vous avez réussi », dit Evelyn. Grace acquiesça et s'assit lentement, s'enfonçant dans la chaise à côté des jumeaux. Elle ajusta la couverture autour d'eux avant de relever la tête. Evelyn ne la pressa pas. Elle posa un épais dossier et commença à étaler des documents sur la table. Relevés bancaires, avis juridiques, captures d'écran imprimées, journaux d'accès à la sécurité. « Ils vont plus vite que je ne le pensais », dit Evelyn. « Mais ils ont aussi commis plus d'erreurs que je ne le pensais. » Grace se pencha légèrement en avant. Evelyn désigna la première page. « Contrôle financier », dit-elle. « Vos cartes ont été annulées pendant votre hospitalisation et votre accès au domicile conjugal a été supprimé sans aucune décision de justice. C'est documenté, horodaté. Cela enfreint à la fois les droits matrimoniaux standards et la clause d'abus de votre contrat de mariage. » Elle fit glisser une autre page vers l'avant. « Transfert non autorisé », a poursuivi Evelyn. Les fonds matrimoniaux ont été transférés sur le compte personnel de Nathalie Reed sous la rubrique « Frais de consultation ». Pas de contrat, pas de prestation, pas d'accord de votre part, alors que votre contrat prénuptial exige un consentement mutuel pour les transferts importants. Grace acquiesça d'un signe de tête. Evelyn posa un 3e document. « Contrainte », dit-elle. Des papiers de divorce apportés dans une salle de réveil, en présence d'une infirmière. L'hôpital a déjà confirmé qu'il avait enregistré un rapport d'incident. Grace serra les mâchoires, mais sa voix resta calme. « Ils ne l'ont pas caché », dit-elle doucement. « Ils pensaient qu'ils n'avaient pas à le faire. » Evelyn l'observa un instant avant de reprendre la parole. « Vous avez eu raison de tout conserver. » Grace fouilla dans son sac et posa son téléphone sur la table. Elle le déverrouilla, puis le fit glisser vers Evelyn. L'écran s'emplit de fichiers, de vidéos, de photos, de clips audio, d'images de vidéosurveillance montrant le gardien de l'entrée lui disant qu'elle n'était plus autorisée à entrer. Un enregistrement de Margaret insistant sur le fait qu'elle n'avait jamais eu sa place ici,
le commentaire de Nathalie à la pharmacie sur l'apprentissage de la gestion d'un budget. Daniel admettant avoir retiré tout l'argent du compte joint. Grace regarda Evelyn faire défiler les images. Elle ne détourna pas le regard. Il pensait que le silence était un signe de faiblesse. Grace dit que ce n'était pas le cas. On frappa à la porte. Un homme entra brièvement. La quarantaine, en civil, le regard vif. « Voici Mark Hale », dit Evelyn, détective privé. Il a vérifié les preuves numériques et extraits des journaux indépendants. Mark fit un signe de tête à Grace. « Nous avons tout recoupé. Les enregistrements de sécurité correspondent à vos images. Les journaux du portail, les heures des transactions, les déclarations du personnel, tout concorde. Et encore une chose, Daniel et Nathalie ont créé une société écran il y a 3 mois. Lisez les analyses de Whitmore. Aucun produit réel, juste un nom qui ressemble suffisamment à votre domaine pour attirer l'attention. L'expression de Grace ne changea pas, mais son regard se fit plus perçant. Il prévoit de présenter votre algorithme comme le leur s'ils parviennent à y accéder, dit Mark. Vidian a signalé la tentative de contact de leur part. Ils ont transféré les emails. Vidian les considère déjà comme un risque, ajouta Evelyn. Cela vous aide beaucoup. Grace croisa le regard de Mark. Est-ce suffisant ? Demanda-t-elle. Mark n'hésita pas. Oui. Il sortit, refermant doucement la porte derrière lui. Le calme revint dans la pièce. Grace se cala dans son fauteuil, se permettant enfin de respirer. Les jumeaux remuèrent doucement, puis s'immobilisèrent. Elle les regarda pour la première fois depuis l'hôpital. Son regard s'adoucit. « Il ne s'agit pas de lui faire du mal, dit-elle. Il s'agit d'y mettre fin. » Evelyn acquiesça et s'assura que cela ne puisse pas être réécrit. Grace leva la tête. « Ils m'ont effacé, dit-elle. Je veux que la vérité soit connue. » Evelyn rassembla les papiers en une pile bien ordonnée. « La demande de divorce de Daniel a déjà été déposée, dit-elle. Nous déposons aujourd'hui une contre-demande et une requête en ordonnance de protection. Avec cela, le tribunal verra clairement le schéma. Abus financiers, coercition, tentative d'ingérence dans votre travail, soupira Grace. Et l'accord, demanda-t-elle sans toucher à Vidian. Evelyn répondit. Leur équipe juridique a déjà envoyé une lettre confirmant que la propriété intellectuelle t'appartient exclusivement. Une fois que cela sera rendu public, ils s'appuieront sur le discours consistant à soutenir la femme qui l'a créée, et non l'homme qui a tenté d'en tirer profit. Grace regarda le porte-bébé. Les jumeaux dormaient, inconscients des contrats, des tribunaux ou de la trahison. Ils ne grandiront pas en pensant que c'est normal, dit-elle. La voix d'Evelyn s'adoucit. Non, dit-elle. Ils ne le feront pas. Dehors, la lumière de l'après-midi se déplaçait sur le sol. À l'intérieur, les femmes assises à la table organisaient les faits, les dates, les preuves, pas le bruit, la stratégie. Elles voulaient que vous soyez petite et dépendante, dit Evelyn doucement. Vous n'êtes ni l'un ni l'autre. Nous laisserons la loi le dire haut et fort. Grace acquiesça. Alors commençons. Parce que le silence avait fait son travail. Il avait enregistré, il avait rassemblé, il avait survécu. Maintenant, il était prêt à parler. Quelques jours plus tard, une fois que tout avait été mis en ordre, la première vidéo commença à être diffusée sans son. Grace Whitmore se pencha instinctivement en avant, le corps tendu, les yeux fixés sur l'écran de l'ordinateur portable. Les jumeaux dormaient à côté d'elle dans leur porte-bébé posé sur le sol du bureau. Leurs petites mains serrées en poing, ils ignoraient que leur mère regardait la vérité se composer pièce par pièce. À l'écran, le comptoir d'une pharmacie d'hôpital, avec une date et une heure dans le coin. 3 jours après l'accouchement, 10h14. Evelyn Ross se tenait derrière Grace, les bras croisés, la voix calme. « C'est à la minute près, dit Evelyn. Votre compte joint principal a été clôturé. » Grace ne dit rien. Elle se regardait à l'écran, pâle, lente dans ses mouvements, tenant un nouveau-né, tandis qu'un message rouge clignotait sur le terminal. Un autre fichier s'ouvrit. Les relevés bancaires étaient clairs et précis. Les fonds matrimoniaux avaient été transférés en 3 gros montants dans les 48 heures avant et après l'accouchement. Le nom du destinataire se répétait à chaque fois. Nathalie Reed Consulting, qualifié de frais de consultation, dit Evelyn. Pas de contrat, pas de produit de travail, pas de divulgation à vous. Ce n'est pas du conseil, c'est du détournement. Grace acquiesça une fois. Son visage restait calme,
mais ses doigts se recroquevillèrent lentement dans sa paume. Le détective privé, Mark Hale, ajusta l'angle de l'ordinateur portable et cliqua sur le clip suivant. Celui-ci provenait du système de sécurité de la maison. Il a dit « Sauvegarde dans le cloud. Vous viviez encore là quand cela a été enregistré. » La vidéo a commencé. La cuisine. Margaret Whitmore se tenait près de l'évier, les manches retroussées, le visage déterminé. Elle versait de l'eau sale et sombre dans un seau en la remuant avec un manche d'eau. Daniel se tenait à côté d'elle, tendu. « Elle doit apprendre le respect », a dit Margaret. « Enlève le seau propre et donne-lui celui-ci. Fais-le maintenant avant qu'elle ne pense qu'elle a encore sa place ici. » L'angle de la caméra changea légèrement lorsqu'une femme de ménage entra dans le cadre, l'air mal à l'aise. « Madame, elle est enceinte », dit la femme de ménage à voix basse. Le médecin lui a dit de ne pas le faire. Margaret l'interrompit. « Alors elle peut s'asseoir et nous regarder fouiller dans ses affaires, dit-elle. De toute façon, elle comprendra que ce n'est pas chez elle, ici. » La vidéo se termina. La pièce était silencieuse. Evelyn s'assit sur la chaise en face de Grace. « Ce n'est pas seulement cruel, » dit Evelyn. « Cela révèle une tendance. Le contrôle par l'humiliation. Vous étiez enceinte de jumeaux lorsque cela a été enregistré. La date indique que vous étiez à 6 mois. Au ça. Grace fixait l'écran vide. Pendant des années, on lui avait dit de supporter, de se taire, de faciliter les choses. Maintenant, le silence parlait enfin pour elle. Mark posa un autre dossier sur la table. D'anciens employés se sont manifestés après le dépôt de sa contre-pétition. Il a dit qu'ils avaient peur de perdre leur emploi auparavant. Maintenant, ce n'est plus le cas. Voici leurs déclarations. Il fit glisser les déclarations écrites, courtes, factuelles, sans émotion. Grace les lut lentement. Date, ordre, comportement des témoins. Une ligne ressortait. Monsieur Whitmore nous a demandé de ne pas reconnaître la présence de Madame Whitmore devant les invités. Une déclaration disait « Il a dit que cela perturberait la hiérarchie. » Grace eut la gorge serrée. Evelyn tapota le dossier suivante. « Il y a plus, » dit-elle. Grace leva les yeux. Evelyn l'ouvrit avec précaution, révélant des photos prises par les inspecteurs incendie de la société de sécurité qui entretenait le système d'alarme de la maison. Des fragments de papier brûlés, des bords carbonisés, une partie du sceau d'une enveloppe, une lettre juridique scellée, dit Evelyn, détruite dans la poubelle de la cuisine des Whitmore 3 semaines avant la naissance. Les yeux de Grace s'aiguisèrent. Cette lettre, poursuivit Evelyn, était la copie papier originale du service juridique de Vidien, confirmant votre propriété exclusive de l'algorithme et des mesures d'évaluation qu'ils utilisaient. Leur bureau l'avait envoyé par coursier et avait obtenu une confirmation de livraison. Elle ne vous est jamais parvenue. Mark acquiesça. La femme de ménage a signalé qu'une lettre juridique sophistiquée était arrivée ce jour-là, dit-il. Elle dit que Nathalie l'a ramassée et a déclaré « Cela n'a plus d'importance ». Puis plus tard, elle a vu du papier brûlé dans la poubelle. L'inspecteur des incendies a confirmé que les restes correspondaient au papier à en-tête du courrier. Grace inspira lentement. Nathalie ne s'était pas contentée de l'humilier. Elle avait essayé d'effacer la preuve de la propriété de Grace avant que l'accord ne soit finalisé. Grace fouilla dans son sac et en sortit un mince dossier. Elle le posa délicatement sur la table. « J'ai conservé des sauvegardes numériques », a-t-elle dit, « des versions envoyées par email, des brouillons scannés. Le conseil de Vidien a tout renvoyé sur mon compte sécurisé. » Evelyn a souri faiblement. « Je m'en doutais. Les vidéos ont continué. Le rapport d'incident d'une infirmière de l'hôpital. Daniel remettant les documents de divorce dans une salle de réveil. Margaret ordonnant à l'infirmière de partir. Grace déclarant clairement qu'elle ne signerait pas sans son avocat. Les registres d'accès à la maison. L'accès de Grace supprimé le même jour. Daniel a envoyé un SMS à son avocat pour la faire sortir avant qu'elle ne se rende compte de ce que nous avions déplacé. Et puis une autre couche. C'est là que ça devient intéressant, a dit Mark en ouvrant un autre fichier. Le lieu de travail de Daniel. Une série d'emails a défilé à l'écran. Daniel et Nathalie utilisaient les emails et le papier à en-tête de l'entreprise pour présenter Whitmore Analytics à Vidien comme une solution rationalisée pour l'optimisation logistique.
Ils ont joint des descriptions vagues, sans prototype fonctionnel, mais le langage utilisé dans le « et » reflétait presque mot pour mot les premières présentations de Grace. Ils ont essayé d'obtenir un rendez-vous séparé. Mark a déclaré que le directeur juridique de Vidian avait signalé un conflit d'intérêts et avait transmis tous les documents à Evelyn. Evelyn n'a pas caché sa satisfaction. Il pensait que vous étiez seul. Elle a répondu « Vous ne l'étiez pas ». Grace a observé tout cela avec un calme étrange. Elle ne revivait pas sa douleur. Elle la cartographiait. À un moment donné, Mark a levé les yeux de ses notes. « Nous avons déjà confié cette affaire à un expert comptable judiciaire », a-t-il déclaré. « Le tribunal verra la trace de l'argent. Les régulateurs verront la tentative de création d'une société écran. Les dispositions relatives aux abus de votre contrat prénuptial seront maintenues. » Grace a de nouveau jeté un coup d'œil à ses enfants. Elle a ajusté la couverture qui les enveloppait, la lissant soigneusement. « Ils ne grandiront pas en pensant que c'est normal, » dit-elle. La voix d'Evelyn s'adoucit. « Non, » dit-elle. « Ils ne grandiront pas ainsi. » Le soleil descendait derrière la fenêtre, projetant de longues ombres sur le sol du bureau. Mark ferma son ordinateur portable. « Nous en avons assez, » dit-il simplement. Evelyn acquiesça. « Plus qu'il n'en faut, » répéta-t-elle. « À partir de maintenant, nous ne nous contentons pas de défendre, nous établissons les faits. » Grace regarda son reflet dans l'écran sombre de l'ordinateur portable. « Cela devait rester discret, » dit-elle. « Il voulait que je disparaisse. » Evelyn croisa son regard. « Voulez-vous que cela se termine discrètement ?» demanda-t-elle. « Ou voulez-vous que la vérité soit établie et ne puisse être déformée par la suite ?» Grace ne répondit pas tout de suite. Elle regarda les jumeaux respirer, le mouvement de leur petit thorax qui se soulevait et s'abaissait. Puis elle acquiesça. « Nous rendons cela public, » dit-elle. Et quelque part, sans s'en rendre compte, Daniel se tenait toujours sur un sol qui était déjà en train de se fissurer sous ses pieds. Il ne l'avait simplement pas encore senti bouger. Les portes de la salle d'audience s'ouvrirent dans un écho sec. Plusieurs semaines s'étaient écoulées depuis que Grace avait quitté la maison. Assez de temps pour les dépôts, les réponses et les arguments sur papier. Pas assez de temps pour que Daniel comprenne dans quoi il s'embarquait. Daniel Whitmore entra le premier. Il avait une posture confiante, les épaules en arrière, le menton levé, comme un homme qui croyait encore régner sur la salle. Il portait un costume sur mesure, une montre coûteuse, des chaussures cirées. Il semblait calme, presque ennuyé. À ses côtés était assise Nathalie Reed, les jambes soigneusement croisées, les ongles parfaits, les lèvres incurvées en un demi-sourire contrôlé. Elle balaya la salle d'audience du regard comme s'il s'agissait d'une simple réunion qu'elle s'attendait à gagner. Derrière eux, Margaret Whitmore prit place, le dos droit, le regard froid. Elle se pencha vers Daniel et murmura sans se soucier que quelqu'un d'autre puisse l'entendre. « Elle va céder, » dit Margaret. « Elle cède toujours. » Daniel ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Il la croyait. Puis l'atmosphère de la pièce changea. Grace Whitmore entra en dernier. Elle ne se précipita pas. Elle n'hésita pas. Elle entra lentement, prudemment, le port calme, le visage impassible. Elle portait une robe simple, aucun bijou destiné à impressionner. Elle n'essayait pas de paraître puissante, elle l'était déjà. La presse le remarqua en premier, puis les observateurs. Un murmure parcourut la salle lorsque Grace prit place à côté d'Evelyn Ross, son avocate. Daniel jeta un premier regard en arrière, son expression se durcit. Grace ne le regarda pas. Le juge, un homme âgé à la voix posée et au regard perçant, appela l'assemblée à l'ordre. Les documents furent distribués. Le silence se fit. Le juge ajusta ses lunettes et commença à lire le document au cœur de l'affaire. Le contrat prénuptial, page après page, ligne après ligne. L'avocat de Daniel s'agita sur son siège. Le langage était clair, précis, inéluctable. Clause en Deug 1. Toute propriété intellectuelle créée par ou appartenant à Grace Whitmore avant ou pendant le mariage reste sa propriété exclusive. Clause Undug 2. Aucun des époux ne peut revendiquer la propriété
partielle ou autre, de ladite propriété intellectuelle, quels que soient les biens matrimoniaux. Clause 3. Toute tentative de contrainte, de contrôle ou de sabotage financier à l'encontre de la partie protégée entraîne automatiquement des sanctions financières, y compris le remboursement des fonds détournés et la prise en charge des frais juridiques. Clause 4. Dans le cas où des abus sont documentés par des preuves tierces, telles que des rapports médicaux, des documents financiers ou des déclarations de témoins, la partie protégée peut demander une résidence séparée, la gestion exclusive de ses revenus et la garde principale sans pénalité financière ni réclamation à l'encontre de son travail. Daniel serra les mâchoires. Le sourire de Nathalie s'est légèrement estompé. Evelyne s'est levée. « Votre honneur », a-t-elle dit, calme et maîtrisée. « Nous soumettons les pièces A à F qui prouvent que les violations répétées de cet accord ainsi que les causes distinctes d'abus financiers et de contrôle coercitif. » Les écrans s'allumèrent, les vidéos furent diffusées. Le comptoir de la pharmacie, la carte de refus, l'horodatage 3 jours après l'opération, la chambre d'hôpital, les papiers de divorce sur un plateau, Grace tenant ses jumeaux nouveau-nés, le rapport d'incident de l'infirmière confirmant l'heure et le contenu. Nathalie demandant au personnel de retirer les articles pour bébé de la maison pendant que Grace se remettait ailleurs. Margaret ordonnant d'utiliser l'eau sale du balai à franges pour humilier Grace pendant sa grossesse. Les registres de la porte montrant que l'accès de Grace avait été supprimé sans aucune décision de justice. Les chaînes d'emails de Daniel et Nathalie utilisant les ressources de l'entreprise pour essayer de vendre les analyses de Reed Whitmore à Vidian, tout en décrivant les capacités tirées des documents protégés de Grace. La salle est devenue complètement silencieuse. Pas de chuchotement, pas de téléphone, juste le son de la vérité qui se déroulait. Le sourire de Nathalie s'est effacé, sa main s'est crispée autour de l'accoudoir. Daniel s'est levé brusquement. « C'est ridicule !» s'écria-t-il. « Elle est mentalement instable. Elle a tout dépensé. Elle... » Le juge leva la main. « Asseyez-vous » dit-il fermement. Daniel se figea, puis s'assit lentement. Evelyne resta calme. « Votre honneur » dit-elle. « Nous ne demandons pas que le contrat prénuptial décide de tout. Nous demandons au tribunal d'appliquer ce que Daniel Whitmore a volontairement signé et de prendre en compte son comportement tel qu'il est documenté pour déterminer la garde et les compensations financières. » Le juge continua d'examiner les documents devant lui. « La Cour trouve des preuves évidentes, dit-il enfin, d'abus financiers, de coercition dans un contexte médical et de tentative d'ingérence dans les intérêts commerciaux légitimes de la partie protégée. » Il regarda Daniel droit dans les yeux. « Le contrat prénuptial est valide et pleinement applicable, dit-il en tournant une page. Le divorce est prononcé, soupira Nathalie. Une restitution est ordonnée, a poursuivi le juge. Tous les fonds indûment transférés à Mademoiselle Reed sous le couvert de frais de consultation doivent être restitués au patrimoine matrimonial, puis répartis conformément au contrat prénuptial. Monsieur Whitmore sera responsable des frais juridiques de Madame Whitmore. » Le visage de Daniel est devenu livide. En ce qui concerne la garde, a poursuivi le juge. Le tribunal est convaincu par le comportement envers Madame Whitmore pendant la grossesse, l'accouchement et la période postpartum, y compris les tentatives de la déstabiliser financièrement alors qu'elle se remettait d'une opération chirurgicale. Il regarda Grace. La garde physique et légale principale est accordée à Madame Whitmore. Il dit « Monsieur Whitmore aura un droit de visite supervisé jusqu'à la fin d'un programme de parentalité et de conseil, après quoi le tribunal pourra revoir le calendrier. » Margaret se raidit, les lèvres pincées. Nathalie fixait droit devant elle, comme si le fait de ne pas bouger rendait les mots moins réels. Le juge ferma le dossier. « Ce tribunal ne tolérera pas les abus déguisés en autorité », déclara-t-il. Grace resta immobile. Elle ne sourit pas. Elle ne réagit pas de manière dramatique. La salle murmura doucement, tandis que le poids de la décision s'installait. Puis le juge la regarda. « Mademoiselle Whitmore, dit-il, changeant de ton. Le conseil vous demande de faire une brève déclaration qui sera consignée au procès-verbal. Vous n'êtes pas obligée de parler. Le souhaitez-vous » Grace leva les yeux pour la première fois. La salle se pencha en avant et quelque part au fond du silence, quelque chose d'irréversible attendait d'être dit. Le silence se brisa au moment où Grace se leva. Les chaises raclèrent doucement le sol. Les caméras se levèrent toutes en même temps. La salle semblait se pencher en avant, avide, dans l'attente. Daniel le sentit avant de le comprendre.
Grace Whitmore s'éloigna lentement de la table, ses mouvements étaient prudents mais assurés. Elle se tenait droite, les épaules détendues, les mains ouvertes. Son visage ne trahissait ni colère, ni peur, ni hésitation. C'est ce qui déstabilisa tout le monde. Elle ne tremblait pas. Elle ne pleurait pas. Elle ne demandait pas grâce. Le juge hocha la tête une fois, donnant son autorisation. Grace ne se tourna pas vers Daniel, ni vers Nathalie, ni vers Margaret, mais vers la presse et les observateurs réunis au fond de la salle. Les journalistes, les caméras, les enregistreurs, tous ceux qui allaient diffuser cette histoire hors de ces murs. Elle prit une inspiration, puis elle parla. « On m'a présenté les documents de divorce alors que je me remettais d'une opération chirurgicale, » dit Grace d'une voix calme. « Mes enfants n'avaient que quelques heures. » Les mots frappèrent fort. Une vague de murmures parcourut la salle. Les stylos s'arrêtèrent. Les doigts se crispèrent autour des appareils photo. Grace continua, d'une voix calme, maîtrisée, impossible à interrompre. « Mon accès à la maison où je vivais m'a été retiré sans décision de justice, dit-elle. Mes comptes ont été fermés alors que j'étais encore alitée à l'hôpital. Les besoins fondamentaux de mes enfants ont été utilisés comme moyen de pression. » Daniel se tortilla sur son siège. Nathalie se raidit. Margaret serra les mâchoires. Grace ne les regardait pas. « Mon silence, » dit Grace, a été interprété comme un consentement. Les appareils photo cliquaient maintenant rapidement. Les flashs illuminaient de la pièce, mais Grace ne broncha pas. Elle avait connu pire que les lumières vives. Elle fit une pause, non pas parce qu'elle était bouleversée, mais parce qu'elle l'avait choisi. Lorsqu'elle reprit la parole, sa voix était plus calme. « Ce n'est pas de la vengeance. » Daniel ricana entre ses dents. Grace l'entendit. Elle se retourna enfin et le regarda. « C'est de la responsabilité, » dit-elle. Le mot résonna. Nathalie perdit le peu de sang-froid qui lui restait. Elle déglutit bruyamment. Elle fixa ses mains, les ongles enfoncés dans la paume. Grace détourna le regard vers Margaret. « Pendant des années, » dit Grace calmement, « on m'a dit de me taire, d'être reconnaissante, d'endurer. » Margaret ne cilla pas. « Mais endurer !» continua Grace. « Ce n'est pas accepté. » La pièce était si silencieuse que chaque respiration semblait bruyante. Grace se retourna vers le juge et la presse. « Et pour mémoire, » dit-elle d'un ton toujours calme et maîtrisé, « la société qui a obtenu la licence pour l'algorithme que j'ai créé discrètement finalisé un accord le jour de la naissance de mes enfants. La société qui a acquis la licence de l'algorithme que j'ai développé en silence. Après des années, elle a conclu un accord le jour où mes enfants sont nés. » Daniel redressa brusquement la tête. Grace ne s'arrêta pas. « Leur évaluation interne de cette technologie, dit-elle, dépasse le milliard de dollars. » La réaction fut immédiate. Des exclamations parcoururent la salle d'audience. Un journaliste murmura « A-t-elle dit milliards ?» Un autre laissa tomber son stylo. Nathalie pâlit. Daniel se figea. Margaret regardait droit devant elle, immobile, comme si son corps n'avait pas encore pris conscience de la situation. Grace n'a pas donné plus de détails. Elle n'a pas expliqué. Elle n'a pas nommé la société. Elle n'avait pas besoin de le faire. Son avocat, le tribunal et l'équipe juridique de Vidian avaient déjà tout confirmé hors caméra. Les propos tenus aujourd'hui n'étaient pas une fanfaronnade. Il s'agissait d'une déclaration de fait dans le dossier public. Grace recula lentement et retourna s'asseoir à côté d'Evelyn. Ses mains reposaient sur ses genoux, calmes, immobiles. La salle bourdonnait désormais. Des voix basses, des cliquetis frénétiques sur les claviers, des murmures incrédules. Daniel fixait la table. Le téléphone de Nathalie vibra une fois. Elle l'ignora. Il vibra encore et encore. Nathalie baissa les yeux malgré elle. Les messages s'empilaient sur l'écran. « Nous devons suspendre notre collaboration. Compte tenu de la décision rendue aujourd'hui, nous devons prendre nos distances. L'appel n'aura pas lieu. » Ses doigts se crispèrent autour du téléphone. Grace ne la regardait pas. Elle n'en avait pas besoin. Le juge demanda le silence, mais l'énergie dans la salle avait changé pour toujours. L'histoire n'appartenait plus à Daniel, Margaret ou Nathalie. Elle appartenait désormais à Grace. Et alors que le téléphone de Nathalie continuait de vibrer de manière incontrôlable et urgente, une vérité devint impossible à ignorer. Ce qui avait commencé comme une trahison privée était désormais une affaire publique, et l'effondrement ne faisait que commencer. La première notification frappa le téléphone de Daniel comme une gifle. Accès révoqué. Il fronça les sourcils, assis à l'arrière d'un véhicule partagé, toujours vêtu du même costume qu'il avait porté au tribunal ce matin-là.
Sa mâchoire était crispée, son esprit repassait les paroles de Grace alors même qu'il essayait de les faire taire. La société qui a obtenu la licence de l'algorithme que j'ai créé. La valorisation interne dépasse le milliard de dollars. Il avait à peine dormi la nuit précédente. Il ne s'attendait pas à perdre. Une autre notification clignota sur l'écran. A en cours d'examen. Puis une autre réunion obligatoire. Conformité RH 15H. Daniel, le titan de la poitrine. Cela n'était pas censé l'affecter. Cela devait être compliqué pour Grace, pas pour lui. C'était lui qui avait le statut, les contacts, l'influence. C'était lui que les gens respectaient. Il sortit de la voiture et se dirigea vers son immeuble de bureau. Il marchait un peu trop vite, essayant de paraître décontracté. Le hall d'entrée semblait différent, plus calme. Des regards le suivaient, puis se détournaient rapidement. Il passa sa carte d'accès dans le tourniquet. « Feu rouge !» réessaya-t-il. « Rouge, ça doit être une erreur !» marmonna-t-il. Deux agents de sécurité qu'il connaissait par leur nom s'approchèrent de lui. Aujourd'hui, il ne le regardait pas dans les yeux. « Monsieur Whitmore », dit l'un d'eux avec précaution, « on nous a demandé de vous conduire directement à l'étage de la direction. » Daniel esquissa un sourire. « Bien sûr, dit-il. Ils ont probablement besoin de moi pour gérer la presse. » Ils montèrent dans l'ascenseur en silence. Au dernier étage, il entra dans le bureau d'angle qui avait toujours appartenu à son mentor, puis à lui, sauf dans le titre. Le cadre supérieur, un homme qui avait autrefois félicité Daniel pour son instinct audacieux, était assis derrière son bureau. Il ne se leva pas. « Bonjour, dit Daniel en s'efforçant de prendre un ton charmant. Je suppose que vous avez vu le cirque. Complètement partial, je peux vous expliquer. » Le cadre fit glisser une boîte en carton ordinaire sur le bureau. « Votre accès a été résilié, dit-il d'un ton neutre. À compter de maintenant. » Daniel cligna des yeux. « Excusez-moi. Le service de conformité a examiné le témoignage et les documents judiciaires, dit l'homme. L'abus financier, la tentative de détourner des fonds sous forme de paiement de consultation, les emails envoyés à Vidian en utilisant la signature de notre entreprise pour promouvoir Reed Whitmore Analytics. C'est ma vie privée, rétorqua Daniel. Vous ne pouvez pas passe. Vous y avez apposé notre logo. L'homme l'interrompit. Vous vous êtes présenté comme agissant avec notre soutien tout en essayant de tirer profit d'une technologie sur laquelle vous n'aviez aucun droit. Cela en fait notre problème. Sur le mur extérieur, où le nom de Daniel figurait autrefois parmi les futurs associés, il y avait désormais un espace vide réservé à L. Sa plaque nominative avait déjà disparu. Il fixait la boîte, ses effets personnels, ses photos encadrées, les récompenses qu'il avait fièrement exposées. « La sécurité va vous raccompagner, dit l'homme. Vous ne devez contacter aucun client. Le service juridique se chargera des éventuelles réclamations. » Daniel eut un petit rire amer. « Vous me virez à cause d'elle, demanda-t-il, à cause d'une femme qui n'a rien fait de sa vie. » Le visage du cadre se durcit. « Vous devriez peut-être lire les actualités économiques avant de la décrire ainsi, dit-il. Il semble que le marché ne soit pas d'accord. » Daniel ne répondit pas. Il prit la boîte. Ses mains semblaient plus lourdes que son contenu. Les agents de sécurité le conduisirent à travers le bureau qu'il traversait autrefois comme s'il en était le propriétaire. Aujourd'hui, personne ne le salua. Personne ne croisa son regard. Les conversations s'éteignirent à son passage. Dans le reflet des portes de l'ascenseur, il ne vit pas un homme puissant. Il vit quelqu'un qui avait tout misé sur le contrôle et qui n'avait jamais pris la peine de lire les petits caractères. De l'autre côté de la ville, Nathalie Reed était assise seule dans sa voiture, garée dans un parking tranquille, les mains tremblantes tandis qu'elle faisait défiler son écran. Les titres défilèrent les uns après les autres. Le tribunal confirme les abus. Confirme le contrat prénuptial dans l'affaire Whitmore. Un consultant mis en cause dans des allégations de détournement de fonds. Une société écran liée à une tentative d'ingérence dans la propriété intellectuelle fait l'objet d'une enquête. Elle ouvrit son application bancaire. Compte assez temporairement restreint en attendant examen. Son rire fut aigu et cassant. « Ce n'était pas le plan, murmura-t-elle. Nathalie avait toujours été stratégique. Elle ne tombait pas amoureuse. Elle tirait parti des relations. Elle ne s'attachait pas aux hommes pour l'amour. Elle s'attachait à eux pour avoir accès à quelque chose. Daniel était censé être un tremplin, pas un boulet. Son téléphone vibra à nouveau. Des messages provenant de numéros qu'elle reconnaissait. Compte tenu de la décision rendue aujourd'hui, nous devons suspendre notre collaboration.
Notre cabinet ne peut être associé à des enquêtes en cours. Nous vous souhaitons bonne chance pour la suite. » Elle savait ce que ces mots signifiaient. Ils en avaient fini avec elle. Nathalie composa le numéro de Daniel. Elle tomba directement sur la messagerie vocale. Elle réessaya. Rien. La colère monta en elle, vive et rapide. Elle démarra le moteur et prit la route. Ce soir-là, la maison semblait différente. Physiquement, les murs et les meubles étaient les mêmes, mais l'énergie avait disparu. L'arrogance avait disparu. L'illusion avait disparu. Daniel se tenait dans la chambre, sa cravate jetée par terre, un carton posé sur le lit. Il ouvrait les tiroirs avec plus de force que nécessaire. « Tu avais dit que cela ne m'affecterait pas, » dit-il d'une voix rauque. « Tu as dit qu'on pouvait manipuler les faits. » Nathalie se tenait près de la commode, la valise ouverte, les vêtements jetés sans soin à l'intérieur. Elle ne le regardait pas. « J'ai dit qu'on pourrait y arriver si tu la gardais calme, » répondit Nathalie froidement. « Tu l'as entraînée dans une guerre juridique alors qu'elle était alitée à l'hôpital. Ce n'est pas manipuler les faits, ce sont des preuves. » Daniel claqua le tiroir. « Tu pousses ça, » grogna-t-il. « Tu m'as dit de faire une déclaration pour lui montrer qu'elle n'avait rien sans moi. » Nathalie se retourna lentement, le regard froid. Plus aucune sympathie. « Je t'ai dit de gagner, » dit-elle. « Tu as choisi la cruauté. Il y a une différence. » Daniel la fixa du regard. « Tu pars ?» demanda-t-il. « Maintenant, » répondit Nathalie sans broncher. « Je ne reste pas là où il n'y a pas d'avenir, » dit-elle simplement. Elle prit le dernier objet sur la commode, une montre qu'il lui avait offerte, achetée avec l'argent qui était désormais directement lié à la restitution ordonnée par le tribunal. Elle la glissa à son poignet. « De toute façon, cet endroit ne t'a jamais vraiment appartenu, » ajouta-t-elle. « Tu pensais seulement que c'était le cas. » Elle ferma la valise et releva la poignée. Daniel fit un pas vers elle. « Tu ne peux pas me quitter, » dit-il. « Pas après tout ce qui s'est passé. » Elle s'arrêta dans l'embrasure de la porte et se retourna une dernière fois. « Regarde-moi, » dit-elle. Puis elle partit, sans pleurer, sans s'excuser, sans loyauté, juste partie. La porte se referma derrière elle. Le bruit résonna dans la maison vide. Daniel s'assit sur le bord du lit. Le silence l'oppressait, plus lourd que n'importe quel bruit. Pas de bruit de pas, pas de voix, pas d'appel téléphonique réclamant son attention. Son téléphone vibra une fois sur la table de chevet. Il l'attrapa. Une alerte info illumina l'écran. Grace Whitmore obtient la garde exclusive. Un contrat de licence d'1 milliard de dollars confirme sa domination en matière de propriété intellectuelle. En dessous, un autre article suggérait « Comment une stratège discrète a surpassé tout le monde dans le contrat prénuptial des Whitmore ». Daniel fixa les mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. Pour la première fois, la vérité lui apparut clairement. Il n'avait pas perdu Grace parce qu'elle n'était rien. Il avait tout perdu parce qu'il ne s'était jamais soucié de voir ce qu'elle construisait en silence à ses côtés. Il laissa tomber le téléphone sur le lit et enfouit son visage dans ses mains. Dans un autre quartier de la ville, Grace signait des documents dans une pièce ensoleillée, fermant des portes dont il ignorait même l'existence. Et tandis que Daniel était assis dans une maison dépouillée de voix, d'alliés et de buts, une réalité silencieuse l'attendait juste devant lui. Sa fin ne ressemblerait en rien à la sienne. On frappa à la porte de manière brusque et soudaine. Grace Whitmore sursauta, non par peur, mais par habitude. Depuis des semaines, chaque bruit inattendu avait une importance. Avocat, documents, date d'audience, conséquences. Maintenant, enfin, il s'agissait d'autre chose. Elle s'observa, puis traversa la pièce. La lumière du soleil inondait la pièce par la grande fenêtre, réchauffant cet espace silencieux. Les jumeaux dormaient dans leur berceau près du canapé, bien emmitouflés. Leur respiration était lente et régulière. La pièce sentait légèrement le linge propre et la lotion pour bébé. Grace ouvrit la porte. Evelyn Ross se tenait là, un mince dossier sous le bras. « C'est terminé », dit simplement Evelyn. Ces mots eurent le même impact qu'un cri. Grace s'écarta pour la laisser entrer. Pendant un moment, aucune des deux ne parla. Evelyn posa le dossier sur la table et l'ouvrit avec précaution, comme si même maintenant, le papier méritait le respect. Elle tourna la dernière page vers Grace. « Jugement définitif », dit Evelyn. « Le délai d'appel est dépassé. Toutes les ordonnances sont maintenues. Garde, restitution, exécution du contrat prénuptial. La Cour a rendu son verdict. Il ne lui reste plus rien à contester. »
Grace fixa la ligne de signature. Son nom y était déjà inscrit, imprimé proprement. Il ne restait plus qu'une dernière mention à ajouter en bas de page. Elle prit le stylo. Sa main ne tremblait pas. Au moment où elle signait, le poids qu'elle portait depuis des années s'allégea d'un coup, sans drame. Pas de triomphe, pas de larmes, juste un soulagement. Evelyne ferma le dossier. « C'est fini », dit-elle. Grace acquiesça. Evelyne s'attarda un instant, puis jeta un coup d'œil aux jumeaux. « Ils ne se souviendront jamais de tout ça », dit-elle doucement. Grace suivit son regard. « Non », répondit Grace. « Mais ils grandiront en sachant ce que j'en ai fait. » Evelyne sourit brièvement, puis rassembla ses affaires. « Le lancement de Vidiane commence au prochain trimestre », ajouta-t-elle. « Ils s'occuperont de la publicité de leur côté. Vous n'avez pas à faire quoi que ce soit que vous ne voulez pas faire. Ta propriété est assurée, avec ou sans interview. » Les épaules de Grace se détendirent. « Je n'ai pas besoin de panneaux publicitaires, dit-elle. J'ai juste besoin de stabilité. »« Tu l'as ?» répondit Evelyne. « Appelle-moi la prochaine fois pour des contrats sympas, pas pour ceux qui servent à survivre. » Grace l'accompagna jusqu'à la porte. Lorsqu'elle se referma, le silence revint. Mais ce silence était différent. Il n'était pas oppressant, il n'était pas accusateur, il n'exigeait pas d'endurance, il était simplement là. Grace traversa la pièce et s'assit entre les berceaux, posant légèrement ses mains sur le bord de chacun d'eux. Les jumeaux s'agitèrent, puis se calmèrent à nouveau. Elle les observa longuement. Son esprit ne vagabondait pas vers le passé, vers ce qu'elle avait perdu, mais vers l'avenir, vers ce qui avait été préservé. Sa dignité, son travail, la sécurité de ses enfants. Personne ne pouvait réécrire cela maintenant. Grace se leva et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, la journée se déroulait sans incident. Des voitures passaient, les arbres bougeaient dans la brise. Quelque part, des gens se dépêchaient dans des vies qui n'avaient plus rien à voir avec la sienne. Elle ne ressentait ni colère ni victoire. Elle se sentait calme. Et elle réalisa que le calme était la forme de liberté la plus rare. Grace appuya légèrement son front contre la vitre et murmura si doucement que seule la pièce pouvait l'entendre. « Nous sommes libres. » Derrière elle, le jumeau continuait de dormir. La caméra ne s'attardait pas sur la richesse, ni sur les gros titres, ni sur les conséquences, mais sur le calme, sur une femme qui avait été effacée et refusait de disparaître, sur un avenir construit tranquillement, délibérément et entièrement selon ses propres conditions. Et quelque part loin d'elle, le bruit de l'effondrement de Daniel continuait sans elle. Elle n'avait pas besoin de le regarder. Elle était déjà passée à autre chose. Parce que la fin la plus forte n'est pas la vengeance, c'est la paix. J'espère que vous avez apprécié cette histoire autant que j'ai apprécié la créer. Aimez, partagez et commentez les leçons que vous en avez tirées. Dites-moi d'où vous la regardez dans les commentaires ci-dessous. À bientôt dans ma prochaine